position de l'analyste. Ce n'est pas le fait qu'il s'agit d'une position face à face ou sur le divan. C'est l'écoute qui change pour moi ce qui est l'analytique, le travail analytique, un travail qui n'est pas analytique. Et alors, mais la question que vous posez, c'est-à-dire des repères du corps, c'est-à-dire des objets dans l'espace transférentiel, c'est une question très intéressante, très importante. Parce que, pour moi, ça met en question justement, disons, la position de l'analyste et mise en place du cadre par rapport aux objets pulsionnels. Et il y a sûrement des analyses qui ne peuvent que se faire face à face. Alors là, vous voyez, j'introduis quelque chose qui est différent de l'idée de ce n'est pas analyse si c'est face à face. Alors, moi, je pense qu'il y a des analyses qui ne peuvent que se faire face à face, du fait que c'est nécessaire qu'il y ait un certain support pulsionnel du regard. Et qu'il y ait des analyses qui ne peuvent absolument pas se faire face à face, du fait que ce support pulsionnel du regard fait obstacle à la possibilité qu'il y ait justement du vénément du sujet divisé. Donc, mais ça pose la question, qu'est-ce que c'est que le voile donc, qui s'instaure à l'intérieur de cet espace transférentiel, on pourrait dire. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas dire, je pense de toute façon que c'est la parole même du sujet, au moment où elle est touchée, et je pense que là, Alain Lédivel peut en dire beaucoup par la sidération, on peut dire, et l'invention de nous signifiants nouveaux, qui montre le point où le voile s'établit. Je pense que c'est un effet de discours, ce voile. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement posé par, comment je peux dire, le cadre, la vision du cadre en tant que tel. Je veux dire, le fait de se regarder. Merci. Se souvenir aussi que Freud, très peu de temps avant sa mort, a écrit un petit article dans l'Encyclopædia Britannica sur la psychanalyse. C'est qui Pardon? Je n'ai pas compris qui. Freud. Ah, Freud. Sigmund Freud. Ah, Freud, oui. Sigmund Freud, oui, oui. La victoire par la bouche. Sigmund, la victoire par la bouche. A écrit un petit article, l'Encyclopædia Britannica le lui avait demandé, où il dit ceci: la psychanalyse est plus une science de l'inconscient qu'un traitement thérapeutique. C'est un rappel qui me revient là. Et à propos de ce que vous disiez, je crois que c'est en prolongement un peu du débat de ce matin, auquel je me relie maintenant après vous. Donc dans ce débat des néoplatoniciens, oui. Il y a cet événement extrêmement important qui fait justement une indication, qui donne une indication du passage du seul concept à la réalité de la parole, émise ou énoncée vers le dehors, avec en particulier Porphyre, qui remet en question l'étude catégorielle des catégories donc des universaux aristotéliciens, lequel Aristote en avait établi 4. Le genre, la définition, l'espèce et le genre, la définition, le propre et l'accident. Et il met cela en question, Porphyre, en ajoutant l'espèce, donc genre, espèce, en retirant la définition qui est du côté du concept pour y
substituer la différence. Parce que, disait-il, ce qui fait la différence, c'est la parole exprimée par le sujet. Ce qui nous donne 5 universaux, le genre, l'espèce, au centre, la différence, le propre et l'accident. Et je bascule maintenant sur une intervention de Jacques Lacan et que vous avez, vous, suggéré simplement en parlant du signifiant unaire. Pour dire et pour rappeler que Jacques Lacan un jour dit ceci, le trait unaire du sujet, c'est ce que je dis. Le trait unaire, c'est ce que je dis. Nous pourrions l'entendre aussi bien littéralement, dit DIS, mais nous pouvons l'entendre aussi dit DIT. Le trait unaire, c'est donc ce que je dis. Et, ajoute-t-il, c'est-à-dire la différence. La différence, autrement dit, dit-il, ajoute-t-il, c'est qu'à côté de ce que je dis, suppose ce qui subsiste du 1, puis 1, encore 1 et encore 1. C'est donc quelque chose qui m'apparaît extrêmement nécessaire et important et qui est entendu à travers le propos que vous nous avez donné, c'est-à-dire l'intervention bien sûr de la parole, mais avec la connotation de singularité. Vous me permettrez aussi d'ajouter quelque chose concernant le templum. Les mathématiciens latins employaient le mot templum pour signifier le point. Et nous savons que tous les temples furent édifiés sur des sommets. Et on recherchait même le plus haut sommet. Soit, comme vous l'avez dit, pour observer les astres, soit pour regarder les vallées. Et c'est là que le mathématicien emploie le mot templum pour dire que le templum, non plus l'édifice sacré, mais le templum, c'est le point duquel on peut voir tous les autres points, sauf un, celui sur lequel nous sommes. Ça, c'est donc quelque chose d'intéressant à rappeler. Et puis, remercier Jean-Mathias d'avoir ajouté quelque chose qui me mettait un petit peu dans l'embarras quand vous interveniez, vous, en différenciant le sacré du profane, disiez-vous, du laïque. Et je crois qu'il faudrait préciser qu'il s'agit du profane et non pas du laïque. Ça nous entraînerait évidemment dans un travail de philologie extrêmement loin, mais il me plaisait mieux d'entendre sacré et profane. Oui, oui. Merci. Je suis d'accord, d'ailleurs. À propos du livre de Pascal Guignard illustré, que je vous invite à regarder la page 185, c'est une image, hein, qui pourrait répondre à votre question, mais quels sont donc ces oiseaux qui sont capturés entre le sacré et le profane? Est-ce qu'on peut le voir? Montrez-nous. Oui, je verrai beaucoup. Voilà. Alors, il s'agit de la page 185. Voilà. Il s'agit d'une gravure, hein, qui représente une femme qui vient d'accoucher. Une femme qui vient d'accoucher. Et le petit bébé se retourne pour voir d'où il est sorti. Il y a des anges, en plus. Et le tableau, en fait, s'appelle la souricière. Et dans le côté gauche, là, il y a une toute petite boîte avec une trappe. Et cette trappe, c'est une trappe pour attraper les souris. Merci, c'est génial. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre intervention, absolument. Je suis d'accord d'ailleurs.